Mercredi 25 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. C'est parti pour 90 jours d'activité parlementaire. La session budgétaire au titre de l'année 2019 s'est en effet ouverte ce matin à l'Assemblée nationale. Elle sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2020. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini. Résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Je déclare ouverte. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, a officiellement lancé les travaux de la session budgétaire de l'année 2019. Au cours de cette session qui va durer 90 jours, les députés nationaux vont examiner et adopter le budget de la loi des finances 2020, estimé à plus de 2266 milliards de francs CFA. Nous avons déjà donné notre assentiment quant aux orientations générales du projet 2020. Il n'en demeure pas moins que des équilibrages qui requièrent l'arbitrage du Parlement peuvent être encore nécessaires. Aussi voudrais-je, chers collègues, vous inviter à proposer à la plénière tous les agissements qui vous paraissent pertinents et opportuns. Cela participe des prérogatives d'élus au service de la nation tout entière. C'est même un devoir, car l'examen et le vote du budget est notre mission première. L'examen du budget est donc le rendez-vous annuel à ne pas rater, car il conditionne la croissance de toute l'économie nationale au regard des prélèvements que l'on y opère, comme du volume et de l'orientation de la dépense publique. Cette session qui vient de débuter a coïncidé avec la rentrée scolaire 2019-2020. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de parler des résultats catastrophiques des examens enregistrés l'année dernière avant d'interpeller tous les acteurs de l'éducation afin de créer toutes les conditions pour que l'école publique nigérienne retrouve ses lettres de noblesse dans l'intérêt du pays. La campagne agricole, les inondations, la sécurité ou encore les préparatifs des échéances électorales à venir ont été évoqués par le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini. Par rapport à ce dernier point, le président de l'Assemblée nationale a appelé à la mobilisation de la population pour se faire enrôler sur le fichier électoral biométrique. C'est pour la représentation nationale d'en appeler au civisme de tous nos compatriotes, afin que cette première phase des préparatifs électoraux se passe avec leur pleine et entière participation, s'agissant notamment des opérations d'enrôlement des électeurs. Comme on le voit, les premières activités de la CENI, qui se conduisent avec beaucoup de méthode, augurent du sérieux qui nous permettra encore une fois d'organiser des élections propres. Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Brigitte Raffini, des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques et ceux des différentes institutions de la République. Ce jeudi, les députés seront en plénière pour adopter la réunion des présidents et statuer sur le calendrier. Voilà, le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de cette session budgétaire a suscité la réaction de quelques députés interrogés à la fin de la cérémonie par nos reporters. Suivons-les. Pratiquement tous les secteurs ont été plutôt abordés, entre autres l'indépendance énergétique, l'agriculture, la loi portant donc loi des finances, l'école, les problèmes de l'école et les mesures qu'il faut peut-être prendre pour les solutionner, parce qu'en fait vous connaissez très bien que notre système éducatif, quand on traverse des zones de turbulence, il va falloir étudier de plus près. L'autre problème important, à mon sens, que le président de l'Assemblée nationale avait évoqué, c'est celui de la gestion des collectivités. Vous constaterez que les collectivités qui sont présentement en fonction connaissent quand même des problèmes de gestion qui sont d'ailleurs à la base de certaines suspensions ou suppressions des conseils locaux. L'autre problème, peut-être est le dernier que j'aborderai, que le président de l'Assemblée nationale sur lequel il s'était étendu, c'est celui relatif à la mission de terrain que les commissions de l'Assemblée nationale sont en train d'entreprendre. Nous avons pensé que les députés ont quand même leur mot à dire.
auprès de leurs électeurs pour qu'ils s'approchent et qu'on trouve peut-être des solutions les meilleures. Franchement, aujourd'hui, le contenu du discours me satisfait. Même si les propos qu'il a tenus, il a semblé attribuer ça à une réunion de concertation entre députés, il n'y a jamais eu cette réunion. Ce sont des propos qui sont anciens, mais une bonne partie des propos, c'est la vérité. Devant la réalité des faits, la réalité qui est têtue, on ne peut que dire la vérité. Son discours, il l'a axé sur 4 points principalement. Le premier point, tout naturellement, c'est l'exécution budgétaire. Il a parlé de la faiblesse des consommations de crédit. Le deuxième point qu'il a soulevé, c'est l'école. Lui-même, il a dit qu'on ne peut pas s'enorgueillir avec les résultats de l'année scolaire passée. Quand au bac, vous avez moins de 27% d'admission, il y a des réelles inquiétudes à se faire. Il a parlé également des élections. Là, il a essayé d'amadouer les autorités, mais tout le monde sait qu'à l'allure où se passent les choses, nous risquons d'organiser les pires élections que notre pays n'a jamais connues. L'opération de délivrance des permis de conduire biométriques a repris hier, comme l'ont annoncé les autorités en charge du ministère des Transports. Reprise donc après la suspension pour diverses raisons. Une reprise qui est tout de même timide, comme a dû le constater notre équipe de reporters composée de Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Après plus d'un mois de suspension, les activités d'édition du permis de conduire biométrique ont repris au Centre national de traitement depuis le 23 septembre dernier sur décision du ministère des Transports à travers un communiqué en date du 18 septembre. Le centre a réouvert après plusieurs vérifications. Les responsables rassurent les usagers. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des rapports. Ils ont signé un avenant et on nous a autorisé à réouvrir pour continuer nos activités. Depuis hier, les activités ont repris. Les gens ne savent même pas qu'on a réouvert. Donc, mais quand même, il y a des gens qui arrivent. Ils sont contents, ceux qui ont passé ici, vraiment, ils sont contents du traitement qu'ils ont reçu ici. Mais on passe d'ici là, la population va venir et comme les gens sont un an pour échanger leur permis. Donc ils ont tout le temps, mais quand même, je pense bien que les gens vont venir. On ne va pas attendre la dernière minute pour venir et en ce moment, c'est sûr qu'il y aura du monde. Sur le coup, il y a eu des changements. Sur le coup, il y a des papiers que le gouvernement a dit de supprimer. Vraiment, il faut soulager la population. Donc la visite médicale qu'on prenait, le certificat de résidence qu'on prenait. Donc il y a des contrôles qu'on fait au préalable avant de passer tout ça là. Si le permis est lisible, que vraiment c'est complet, donc le gouvernement a dit de passer directement à la saisie. Donc on nous a autorisé à faire ce truc, quoi. Les timbres, ils ont diminué, effectivement. Les 7 000 francs de timbre, on les a supprimés. Au lieu de 17 000, je mets maintenant 5 000 francs de timbre, 12 000 francs pour le permis biométrique. Pour le permis biométrique, on paye maintenant 10 500. Et les 5 000 francs de timbre, le gouvernement a dit de se recevoir là-dessus. Il faut soulager la population. Bien que l'ambiance est peu timide, les usagers se rendent à compte-gouttes pour le moment pour se procurer de ce document et ils quittent satisfaits. Je suis venu changer mon ancien permis pour prendre le biométrique. J'ai fini le processus en peu de temps. Le tout, ça m'a coûté 10 500 francs CFA. Là, j'ai tout fini déjà. Ils m'ont dit de revenir dans 2 jours, donc le jeudi prochain pour récupérer mon nouveau permis. Vraiment, c'est rapide. Selon le responsable du Centre national de traitement et d'édition du permis biométrique, les opérations ont repris également dans les différentes régions du pays, nonobstant quelques problèmes au niveau de certaines régions. 10 jours après la rentrée au niveau du second cycle, la rentrée scolaire bien sûr, au niveau du second cycle du secondaire, les cours ont repris dans plusieurs établissements visités par une équipe de reporters de la télévision Labari. Elle est composée de Halil Bourema et Asmaou Sedou.
Au CES Yantala, tout comme au lycée Issa Korombi, à seulement une semaine de la reprise du chemin de l'école, les cours ont débuté et cela à la grande satisfaction des élèves qui se réjouissent de l'effectivité de la rentrée, gage d'une bonne année académique 2019-2020. Les cours ont vraiment commencé. On a même reçu des cahiers, tout ça. Tout a été bien fait. Les cours ont commencé depuis le mardi. On a commencé avec PC, on a fait PC maths, EF, on a fait 2 séances de maths. Je peux le dire, toutes les positions sont prises car depuis le jour de la rentrée, on a eu une fourniture ensemble géométrique, 3 bics bleus avec 5 cahiers, 3 cahiers de 300 pages et 2 cahiers de 200 pages. Le personnel enseignant en appelle à la conjugaison d'efforts à tous les niveaux pour une réussite totale de l'année scolaire. Les cours ont débuté normalement, même présentement, il y a des enseignants qui sont en classe en train de faire cours. À l'endroit des autorités, c'est vraiment de redoubler d'efforts pour mettre les enseignants et les élèves dans les conditions minimum de travail. C'est quoi les conditions minimum de travail? C'est de continuer à payer à terme échu les pécules des surtout des contractuels et aussi les allocations des élèves. Et comme ça, nous allons avoir une accalmie dans nos écoles comme l'année passée. Et aussi à l'endroit des élèves, c'est de rester étudier, c'est de rester dans les classes pour étudier et comme ça on aura un bon résultat à la fin de l'année. À l'endroit des parents d'élèves, c'est de suivre leurs enfants. C'est de dire aux enfants de se mettre au travail, particulièrement les candidats. Parce que le bac il s'obtient à partir du premier jour où on commence les cours. Donc ils doivent éviter certains comportements qui de nature sont préjudiciables à leur réussite. Et quelque part aussi, il faut dire que les parents ont un rôle à jouer, n'est-ce pas, en essayant de suivre pas à pas le déroulement de l'année scolaire de leurs enfants. Parce qu'en le faisant, nous aussi, ils nous aident. Mais malheureusement, on constate que les parents de plus en plus démissionnent par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et ceci est préjudiciable, en tout cas pour la réussite des enfants. Donc vraiment, je lance un appel aux parents pour qu'ils soient beaucoup plus regardants vis-à-vis de ce que leurs enfants font à l'école. Les autorités, c'est de dire que, bon, comme ils ont toujours l'habitude de le faire, c'est de continuer à œuvrer pour le plein épanouissement de l'école, pour pouvoir vraiment faire de l'école une école qui évolue, qui progresse. L'État, à travers le ministère de tutelle, doit impliquer tous les acteurs de l'éducation dans la gestion des établissements scolaires et privilégier le dialogue pour éviter toute perturbation. Éducation encore, mais cette fois-ci au niveau supérieur avec la mésaventure des nouveaux bacheliers nigériens qui ont bénéficié de la bourse de coopération marocaine. Ils sont en effet arrivés sur le royaume chérifien et disent être abandonnés par ceux qui sont censés les accueillir, en l'occurrence les responsables au niveau de l'ambassade du Niger au Maroc. Et ils ont tenu à dénoncer cette situation, comme nous allons le constater dans ce reportage de Adam Soumana. Bénéficier d'une bourse de coopération relève d'un parcours de combattant pour bon nombre de nouveaux bacheliers nigériens et avec l'obtention de cette bourse commence un autre calvaire pour certains étudiants à l'image de ceux au Maroc. D'abord, on a traîné depuis midi jusqu'à 13h puisqu'on était en groupe pour se rassembler dans l'aéroport. Il y avait des gens qui n'avaient jamais voyagé, c'était tout un problème. Ensuite, on est sorti de l'aéroport et là, c'est là qu'on a été déçus puisqu'il n'y avait personne pour nous accueillir. Nous étions tous seuls, complètement désorientés. Finalement, on a attendu des heures et des heures. On a même un camarade qui était tombé malade parce qu'il avait pris froid. On était complètement désorientés parce que, voilà quoi. On a attendu jusqu'à 18h30, carrément 5 à 6 heures de temps dehors dans une ville inconnue. On s'attendait à voir un attaché académique qui était là pour nous accueillir, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Il a fallu que l'on contacte les anciens de l'association pour qu'ils viennent nous chercher. Nous avons pris le train, nous sommes arrivés à Rabat aux environs de 22 heures passées. Avant de quitter le Niger, on nous a dit que
il y aura un membre de l'AMCI qui va venir nous chercher. C'est pour ça qu'ils nous ont donné des lettres dont on va leur présenter une fois venus ici au Maroc. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous n'avons vu aucun agent. Nous avons fait plus de 6 heures de temps en train d'attendre. Mais jusque-là, rien. On est venu à la Cité internationale de Rabat grâce à l'aide de nos anciens qui nous ont accueillis très bien. Parce que hier, aux environs de 18h, ils étaient venus pour nous accueillir parce qu'on s'attendait à ce qu'un membre de l'ambassade ou de l'AMCI. Mais malheureusement, ils n'étaient pas là. Donc on a pu contacter nos anciens de l'association. Ils étaient venus hier, malgré qu'ils étaient venus tard, mais quand même, ils ont fait de leur mieux. Ils étaient venus, ils ont payé des trains dans leur propre argent. Une situation qui a amené l'association des étudiants et stagiaires nigériens au royaume chérifien à sortir de son silence. Au niveau du Maroc, de manière traditionnelle, lorsque les nouveaux étudiants quittent le Niger pour le Maroc, au niveau de là-bas, il y a une logistique qui est mise en place par l'ambassade en partenariat avec la coopération, la coopération internationale, pour justement gérer et coordonner l'arrivée ou plutôt l'accueil de ces nouveaux étudiants-là. Il s'est arrivé que cette année, nous sommes à la troisième vague qui est arrivée le vendredi. Pour la première vague qui est arrivée le lundi, il n'y a pas eu de soucis. À travers cette déclaration, ces étudiants dénoncent ainsi le comportement de certains agents de la représentation diplomatique du Niger dans ce pays, toute chose qui doit interpeller les autorités au plus haut sommet. Des groupes solaires et des lampadaires solaires sont désormais disponibles au niveau du groupe Canf électronique spécialisé dans l'énergie solaire. Le lancement de la mise en vente de ces groupes et lampadaires solaires a eu lieu ce matin au cours d'une cérémonie résumée pour nous par Sadou Doumi et Nafisa Zakou. Cette cérémonie, organisée par le groupe Canf électronique en partenariat avec Suna Design et Libre Énergie, marque la journée de lancement des groupes solaires et lampadaires solaires. Après une brève présentation du groupe Canf électronique, le président directeur général du groupe a réaffirmé que les produits solaires contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces produits de dernière génération sont fabriqués conformément aux normes européennes qui vous seront présentés tout à l'heure à travers les exposés qui seront. Ces produits contribuent sans nul doute à améliorer les capacités offres de nos services publics, parapublics et privés, et au-delà à améliorer les conditions de vie de nos populations, notamment rurales, car nous avons foi que le soleil marche bien au Niger. Il suffit simplement de disposer de produits de qualité et assurer permanemment la maintenance de ceux-ci. Ces produits constituent une source sûre et certaine d'accès à l'électricité pour nos populations. C'est assurément ces produits de qualité que nous mettons à votre disposition pour la satisfaction de vos besoins énergétiques. Ils se présentent en forme tout en un, à l'abri de toutes sortes de vandalisme. Les responsables du groupe Suna Design ainsi que celui de Libre Énergie ont tour à tour saisi l'occasion pour présenter leur société à l'assistance. Notre idée, c'est effectivement d'avoir accès à l'énergie, d'éclairer les villes et les zones rurales pour ensuite connecter les gens et utiliser également donc, de l'intelligence artificielle avec la connectivité. Nos activités, nous avons 4 activités au sein du groupe Libre Énergie. Comme je vous l'ai dit, un bureau d'études qui est qualifié par l'OPQBI, qui est l'organisme de qualification d'ingénierie en Europe. Donc nous sommes qualifiés par cet organisme pour réaliser des études solaires. Nous avons des équipes de pose et d'installation de solutions solaires. Donc nos équipes viennent accompagner nos partenaires locaux. Donc pour tout vous dire, il y a une installation qui a eu lieu de... Dans son discours de lancement, le représentant de la ministre de l'Énergie est revenu sur l'importance des produits solaires pour le Niger. Cet événement intervient à un moment où le recours à l'énergie solaire pour la satisfaction de nos besoins énergétiques devient de plus en plus important dans notre pays. En effet, la disponibilité des équipements solaires sur le marché a favorisé un développement remarquable de l'utilisation de cette forme d'énergie, aussi bien
en zone rurale qu'en zone urbaine. C'est dans ce contexte que notre pays s'est doté d'un document de politique nationale de l'électricité qui a pour objectif spécifique l'accès à l'électricité pour tous, la valorisation des ressources énergétiques nationales et la mobilisation du secteur privé. La cérémonie a pris fin par une exposition et une démonstration des produits solaires, une façon pour prouver à la population que ces produits contribuent à l'amélioration de l'accès aux services de l'électricité par l'utilisation des groupes solaires et lampadaires solaires. Voilà, pour refermer cette édition, nous vous proposons un dossier sur l'œuvre de l'artiste, rappeur sénégalais de renommée internationale Didi Awadi. Il a récemment séjourné dans notre pays et nos reporters Ibrahim Abdou et Abdelrazak Hamidou l'ont rencontré pour qu'il leur raconte son œuvre. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Ce sont les voleurs de la République, les troisièmes de la République. Didi Awadi, ou encore Soupenan à l'international, est né en 1969 à Dakar, au Sénégal, d'un père originaire du Bénin et d'une mère originaire du Cap-Vert. Didi Awadi, l'un des pionniers du mouvement rap au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, il a fondé en 1989 le groupe Positive Black Soul, PBS, avec Amadou Barry, alias Deguti. Leur premier succès a été l'album Boule Falé, sorti en 1914. Un groupe qui a connu beaucoup de succès en Afrique et dans le monde entier. Ça a démarré par un groupe de copains qui aimaient danser, qui aimaient d'abord le breakdance, la danse hip-hop comme on appelle aujourd'hui. On aimait ça, on aimait tous ces feelings qui venaient d'ailleurs. Et on s'est rendu compte que voilà, cette musique-là, cette nouvelle musique qui arrivait, ça nous parlait. Donc on dansait, puis on copiait ça, les sons qu'on entendait qui venaient des États-Unis, tout ça, ou de France ou d'Europe, voilà, on essayait de copier ça et puis c'était juste un feeling quoi à l'école. Et après, de fil en aiguille, on a dit on va faire un groupe et puis ça plaisait aux filles à l'école, donc voilà, et dans le quartier aussi on était les petites stars, on portait des gros pantalons, des grands t-shirts, tout ça. Jusqu'au jour des grands frères nous ont dit, écoutez, vous dites quoi dans votre musique? On dit ouais, non, on parle de révolution, mais vous dites quoi? Et on lui explique, il dit, ouais, mais est-ce que vous parlez, quelle langue vous parlez? On dit, on rappe en anglais, nous, on est des Américains. On dit, ouais, c'est ça. Il nous dit, rappez dans vos langues, parlez de vos réalités, arrêtez vos conneries. Et quand on a essayé ça, on s'est rendu compte que directement, on a eu un impact chez les jeunes. Et on s'est dit, si les gens nous écoutent, et font attention à tout ce qu'on dit, on ne doit pas déconner. Donc déjà, on a pris conscience de ce qu'on représentait. Et on a pris conscience qu'il y a des choses à dire par rapport à ce continent. Il faut changer l'image, notre image, vis-à-vis du regard de l'autre, mais aussi vis-à-vis de l'image qu'on se donne et qu'on projette. Donc voilà comment on a créé Positive Black Soul. On était en 89 et on a commencé à écrire des textes avec Deguti. Il y en avait d'autres, il y avait un autre qui s'appelait Amenofis, il y en avait un autre qui s'appelait Killaby, mais après eux ils sont allés faire leurs études. Donc Deguiti et moi on est restés, on a commencé à écrire nos textes et on s'est rendu compte rapidement que ce que nous écrivions dans la chambre avait un impact dans beaucoup d'autres pays. Et c'est comme ça qu'en 1994 on a sorti l'album Boule Falé. Et à partir de là, c'était parti. Ouais, c'était parti. Dans sa carrière solo, c'est en 2002 que l'artiste engagé pour des causes nobles et qui lui tiennent à cœur sort son premier album, Kadugor, littéralement Parole d'honneur. C'est d'ailleurs cet album qui lui vaudra être lauréat prix découverte RFI et Musique du Monde en 2003. S'en suivra plusieurs autres albums en 2005, 2010 et 2012, respectivement Un autre monde est possible, Président d'Afrique et Ma Révolution, album qui comporte plusieurs collaborations parmi lesquelles Wyclef Jean, Viviane Chidid ou encore Marie Ndiaye. C'est le 6e album. Je pense qu'on a commencé par Parole d'honneur, ensuite Un autre monde est possible, puis après il y a Sunugal, après il y a Président d'Afrique, ensuite Ma Révolution et maintenant c'est Made in Africa. Et voilà, c'est plein d'albums avec beaucoup de rencontres. Tous mes albums, c'est des albums de rencontres en définitive. L'album qui s'appelle Président d'Afrique, c'est surtout un album dédié au président africain. Ouais,
Je n'appelle même pas ça un album, pour moi c'est un projet. C'est un projet, c'est un concept d'un projet, vraiment un hommage aux pères fondateurs de nos indépendances, dans lequel pour moi il était important qu'on puisse entendre leur voix. Parce que très souvent on va te parler il y a la nouvelle génération qui leur parle de Kounché, qui ne savent pas qui est Kounché. Ils vont se dire, ah ouais, Kounché, ouais. Oui, mais concrètement, oui. Ils n'ont même pas entendu sa voix. Donc, quelquefois, il faut faire écouter les voix. Mais la musique change souvent. Il va falloir s'adapter parfois. Ce que réussit aussi avec brio le Soupenana, notamment sur des titres tels que Tiepuna, sorti récemment. Awadi reste néanmoins un artiste avec des valeurs et on le comprend aisément sur des titres tels que L'Impertinent. Et de ces dernières collaborations, on peut savourer Bamako Blues avec Vio Farka Touré. Quand je fais de la musique, je veux dire la musique elle évolue. Je ne vais pas faire la musique que je faisais il y a 30 ans, c'est pas elle que je vais faire aujourd'hui. Oui, la musique évolue, tu évolues avec. Moi, ceux qui réalisent mes albums aujourd'hui, parmi les réalisateurs, il y a mon fils qui a 21 ans. Donc c'est lui qui réalise, c'est lui qui me dirige dans le studio, tu vois. Et les gars qui font les beats aussi, ils sont très jeunes. Bamako Blues parce que je rêvais de faire un morceau avec le père de Vieux, Ali Farka. Et malheureusement on n'a pas pu le faire. Et Vieux qui aimait bien ma musique et moi aussi qui j'aimais bien sa musique. Donc c'était une rencontre naturelle. Et quand on s'est vu, voilà, on s'est kiffé directement et il fallait qu'on fasse ce titre. Didier Awadi, la révolution dans les jeunes et dans les actes, donnant et redonnant au rap cette musique de revendication et de dénonciation, toutes ces lettres de noblesse, reste et demeure un acteur majeur du mouvement hip-hop en Afrique et un modèle pour plus d'un. Alléluia,